C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et je regrette infiniment de ne pas pouvoir être sur place en votre compagnie à l'École française d'Athènes que j'aurais adoré découvrir. Je vais donc intervenir en effet sur la question juridique. C'est toujours les questions un peu rébarbatives et les questions qui fâchent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les différentes politiques qui se déploient en Europe et au-delà, politiques de sciences ouvertes, il m'était apparu intéressant et important eh bien, de préciser ce que on pouvait entendre par droit des données de la recherche et surtout de quoi il était constitué. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous m'avez sollicité, je vous ai proposé un aperçu, compte tenu du temps hein, qui m'est imparti, bien sûr, eh bien, de vous proposer un aperçu donc, et de présenter un aperçu du droit des données de la recherche. Alors, pour ce faire, eh bien, je vous propose en ma qualité de maître de conférence, en effet, spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique, de commencer par la question du plan de gestion de données, c'est-à-dire de rappeler ce petit schéma qui est le schéma, j'allais dire, commun que l'on voit présenter régulièrement, voire systématiquement dans les conférences, dans les colloques, dès qu'on aborde la question de la science ouverte. Et ce que l'on peut voir, alors je ne vais pas faire la description de ce schéma que vous connaissez, je pense, toutes et tous, mais simplement pour dire une chose, parce que ça va évidemment déterminer un certain nombre enfin, ça va expliquer plus précisément un certain nombre de règles qui s'appliquent ensuite. C'est que ce schéma de cycle qui représente donc le cycle de vie des données, eh bien, c'est un schéma qui montre que la finalité, en réalité, de la science ouverte, eh bien, c'est une finalité de réutilisation. C'est vraiment, si on a présent à l'esprit que la politique de science ouverte vise en premier lieu la réutilisation des données, de la recherche en particulier, eh bien, on a compris finalement pourquoi tout le processus devait être mis en œuvre, tout le processus de traitement, d'analyse, de conservation, d'accessibilité pour en permettre ensuite la réutilisation. Et enfin, repartir éventuellement, parce que ça demande à être démontré, alors ça n'est pas mon propos évidemment, mais ça demande, et l'intervenante précédente l'a souligné d'ailleurs également, c'est-à-dire que ça demande à ce que soit démontrée la possibilité sur le plan scientifique et technique de réutiliser les données. Ça, c'est une question, j'allais dire, propre à la recherche elle-même et au sujet et à l'objet de la recherche. Donc, évidemment, à partir des données qui ont été collectées, traitées, analysées, conservées, dont l'accès a été organisé, eh bien, il est possible, parfois peut-être, de réutiliser ces données. Ça a déjà été montré dans certains cas, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais en tout cas, il y a ce pari qui est fait que les données produites une fois pourraient être réutilisées une seconde fois, voire plusieurs fois. Et quoi qu'il arrive, évidemment, et ça a été montré également à travers les différentes interventions, quoi qu'il arrive, eh bien, tout le processus aura permis de conserver et voire même d'archiver les documents et les données scientifiques. Alors, j'ai regardé le livre blanc qui avait été produit par certains d'entre vous, hein, le livre blanc du consortium Mémoire des archéologues et des sites archéologiques, qui présente un guide des bonnes pratiques numériques en archéologie. Et j'y ai trouvé le cycle de vie des données, le schéma du cycle de vie des données, mais appliqué à la recherche en archéologie. Et l'on y voit de manière très fort utile hein, tous les partenaires, les interlocuteurs en fait, qui sont ceux des chercheurs en archéologie, qu'il s'agisse des infrastructures de recherche, qu'il s'agisse des infrastructures de données, qu'il s'agisse des services d'archivage, qu'il s'agisse
des modèles de plans de gestion de données, des personnes qui produisent des plans de gestion de données ou des schémas ou comment dire, des, euh, oui, des schémas de plans de gestion de données, euh, qu'il s'agisse également d'interlocuteurs qui produisent des identifiants pérennes. Bref, tout l'écosystème effectivement numérique qui s'est constitué au fur et à mesure pour assurer ce qu'on appelle la mise en œuvre d'une politique de science ouverte, en fait, en réalité. Voilà. Alors, cette finalité de réutilisation, en fait, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle impacte, elle produit des conséquences très fortes sur à la fois la production scientifique. Et la liste des choses que je présente ici n'est absolument pas exhaustive, mais on peut dire déjà que la finalité de réutilisation qui est prônée hein, par cette politique qui est actuellement mise en œuvre, eh bien, cette finalité, elle produit, à mon avis, et ça se vérifie dans différents champs scientifiques, elle produit un effet sur la manière dont on produit la science, dont on produit de la recherche scientifique. En effet, puisqu'elle oblige à redesigner ou à designer tout simplement les données, sous-entendu évidemment des données qui seraient en format numérique, bien sûr, elle oblige à designer également des codes sources et des algorithmes en essayant de les rendre ouverts également, en format ouvert, hein, en open source. Et puis, elle oblige à designer ou en tout cas à concevoir des identifiants pérennes, euh, notamment pour assurer une traçabilité des documents, des ressources scientifiques. Donc, ça veut dire que toute la production scientifique se trouve véritablement impactée par la manière dont aujourd'hui on organise la conservation et la conservation des données de la recherche. Cette finalité de réutilisation, elle produit également un effet sur la rédaction des contrats. Pour les juristes, il est important d'observer, ce que j'ai pu faire à mains égards, d'observer que eh bien, les contrats, les licences que nous utilisons régulièrement pour mettre en accès un certain nombre de données ou de ressources documentaires ou de ressources scientifiques, bien que ces contrats et ces licences ont évolué également sous l'impulsion de la mise en œuvre de la politique de sciences ouvertes. J'évoquerai très rapidement les contrats de collaboration de recherche, c'est-à-dire les contrats de partenariat public-privé, qui ont déjà un petit peu évolué à cette occasion, et évidemment, plus substantiellement, les licences d'utilisation qui sont aujourd'hui prônées par les différentes institutions publiques ou les établissements publics, les institutions publiques de recherche, on va dire, les licences d'utilisation du type Creative Commons, etc. Et puis, les contrats d'édition scientifique également, qui sont conclus entre les auteurs, chercheurs et les sociétés d'édition, ces contrats ont pu également évoluer. Alors, de différentes manières, je n'entrerai pas tellement dans le détail ici, mais ce sont des contrats qui aussi subissent la, les effets, on va dire, de la politique de sciences ouvertes. La finalité de réutilisation, enfin, eh bien, elle produit un effet sur la gestion des données, évidemment. C'est-à-dire qu'il s'agit eh bien, de concevoir des infrastructures de recherche de données qui permettent la conservation, l'archivage et puis l'accès aux données. Il s'agit également de construire, de concevoir des registres de consignation quant à la gestion des données, c'est-à-dire les plans de gestion de données, bien sûr, et puis de reconcevoir aussi des publications spécifiques et qui sont propres à la publication des jeux de données eux-mêmes. Alors la législation ensuite, qui s'applique en matière d'ouverture des données de la recherche, c'est une législation qui est d'abord européenne, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe. C'est une législation d'abord européenne qui s'est exprimée à travers un certain nombre de documents de textes, dont pour la première fois la recommandation de la Commission européenne de 2012 hein, relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation, et puis ensuite qui s'est déployée dans des règlements à proprement parler, des textes de droit dur, comme on dit, des règlements que sont les règlements Horizon 2020, qui sont et puis le règlement Horizon Europe qui a pris
la suite du règlement Horizon 2020, donc le règlement ensuite de 2021, qui sont en fait les règlements qui eh bien, organisent les programmes de recherche en Europe, y compris sous l'aspect évidemment de leur financement, mais pas seulement. Ce sont des règlements qui contiennent aussi un certain nombre de règles qui concernent, qui sont relatives à l'ouverture des données, mais pas seulement, aussi des textes qui sont relatifs et qui concernent la valorisation de la recherche, par exemple. Et puis, il faut mentionner un texte qui est très important, qui est la directive PSI de 2019, qui est accompagnée de son règlement d'exécution. J'en parlerai très rapidement, simplement pour dire que cette directive, c'est la directive qui concerne le Public Sector Information, c'est-à-dire les informations du secteur public. Pour ce qui nous concerne en France, on parle du droit des données publiques ou du droit des informations publiques, c'est-à-dire tout ce dispositif législatif qui, en fait, assure l'organisation, entre autres choses, ce n'est pas le seul sujet de ces textes, mais qui assure, entre autres choses, l'ouverture des données publiques, qui est une notion qui se distingue des données de la recherche et des notions que l'on confond parfois, mais qui se distinguent, je le redirai tout à l'heure. Alors justement, la question qui se pose immédiatement, c'est d'après les textes, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut concevoir comme étant une donnée de recherche? Alors justement, la directive de 2019 que je viens d'évoquer, la directive PSI, eh bien, elle fournit une définition de la notion de données de la recherche. C'est la première fois qu'un texte européen définit les données de la recherche comme des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Je mentionne sur cette diapositive également la définition qui avait été proposée par l'OCDE et retenue par l'OCDE, mais qui ne valait pas en tant que texte réglementaire, bien sûr, mais qui a été longtemps en fait la seule référence pour définir les données de la recherche et qui est une définition qui date, comme vous le voyez, de 2007. Je la mentionne parce qu'on s'aperçoit en réalité eh bien, que les deux définitions, même si elles ne sont pas identiques, eh bien, trouvent des racines communes, on va dire, et en tout cas des éléments communs, notamment dans le fait que eh bien, les données de la recherche sont considérées comme des éléments probants dans le processus de recherche, comme le dit la définition de la directive, c'est-à-dire, comme le dit la définition de l'OCDE, des éléments qui permettent de valider les résultats de la recherche. Donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la définition qui est donnée de la notion de données de la recherche, eh bien, c'est une définition un peu restrictive, c'est-à-dire qu'elle ne contient finalement, elle ne vise elle ne cible que les données qui eh bien, servent à valider les résultats de la recherche. Cette définition, elle doit se comprendre en effet dans la mesure où les données qui sont publiées et qui sont mises à disposition dans différentes infrastructures, eh bien, permettront et doivent permettre de vérifier aussi eh bien, le processus de recherche, c'est-à-dire finalement vérifier la question de vérifier que la recherche est intègre sur le plan scientifique, c'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit que la politique de sciences ouvertes et les textes qui l'accompagnent, eh bien, c'est une politique qui s'appuie aussi sur la question de l'intégrité scientifique et on voit très bien à quel point finalement l'ouverture des données de la recherche est éminemment liée à la question et au respect des principes d'intégrité scientifique. Hein. Donc on est vraiment dans cette démarche de finalement ce qu'on peut résumer comme étant la preuve, l'administration de la preuve scientifique. Donc en fait, on est en tout cas dans des données qui sont, comme vous le voyez, des données numériques. Hein. On est dans ce processus qui est le processus de conservation sous la forme numérique des ressources scientifiques. Donc évidemment que la mise en œuvre de la politique de sciences ouvertes et d'ouverture de données publiques eh bien, suppose et repose même sur la numérisation lorsque les données ne sont pas nativement numériques, suppose alors la numérisation des fonds.
Ce que dit également la directive PSI sur les données de la recherche, c'est à l'article 10 qu'on le trouve. On voit bien ici quel est l'objectif qui est poursuivi par la directive concernant les données de la recherche. Il s'agit de dire donc dans cet article 10 que les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financées au moyen de fonds publics qui respectent le principe d'ouverture par défaut et sont compatibles avec les principes FAIR. Et puis, dans le petit 2 de l'article 10, on voit bien également que les données de la recherche doivent être réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. Cet alinéa 2, il est très très important parce qu'il montre bien effectivement que la réutilisation des données est le but poursuivi par l'ouverture des données de la recherche et ici l'ouverture des données de la recherche en tant qu'elles sont potentiellement des données publiques. Donc il y a ici, c'est très clair et c'est très net, une volonté de permettre en fait au secteur privé de se saisir des données qui ont été produites par les chercheurs parce qu'en effet, cette réutilisation peut parfaitement avoir une visée, un objectif commercial. C'est à peu près ce qui est, alors c'est pas ce qui est recherché exclusivement, puisqu'on espère aussi que les données puissent être saisies par d'autres chercheurs, mais effectivement, ici, il n'y a pas lieu de limiter la réutilisation à des fins de recherche. Elle peut aussi être l'objectif d'une réutilisation à des fins commerciales, c'est-à-dire permettant de produire des services innovants et ainsi de développer l'économie européenne. C'est vraiment le but affiché ici clairement dans la directive PSI. Je précise entre parenthèses que d'ailleurs l'ouverture des données publiques, d'une manière générale, indépendamment de la question des données de la recherche, poursuit ce même objectif. C'est donc logique que la directive PSI qui concerne l'ouverture des données publiques eh bien, prévoit également pour les données de la recherche que les données puissent être utilisées par des structures privées dans le but de développer d'autres services, des services dont on souhaite qu'ils soient innovants. Et puis, ce qu'il faut, et ça sera ma dernière remarque au sujet de ce texte, c'est que, en fait, eh bien, je le redirai aussi un petit peu plus loin, c'est que ces données doivent, pour pouvoir être librement réutilisables, eh bien, elles doivent avoir été rendues publiques, évidemment, par les chercheurs ou par les institutions publiques de recherche. Ça, c'est une condition très importante et c'est une condition parfois que l'on omet de préciser dans les présentations qui sont faites sur la science ouverte. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir parce que, évidemment, ça veut dire que la publication des ressources et des données de la recherche doit être le fait des chercheurs eux-mêmes et non pas le fruit d'une injonction et d'une obligation absolument impérative. Je vais vous le confirmer à travers la lecture des textes français. Alors justement, l'ouverture des données de la recherche en France, il est le fait de trois textes principalement. On dit souvent que la politique de sciences ouvertes a été le fruit de l'adoption de la loi du 7 octobre 2016. C'est vrai, mais ça n'est pas tout à fait juste. Une loi qui est la loi Fioraso, qu'on appelle la loi Fioraso, qui avait été portée à l'époque par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est la loi du 22 juillet 2013, qui est une loi de programmation de la recherche, et qui figure et qui a été transcrite aujourd'hui dans le Code de la recherche. C'est la première fois que cette loi, en tout cas que le législateur prévoit des dispositions relatives à l'ouverture des données scientifiques. Il faut mentionner également, mais je le dirai très vite, la loi du 28 décembre 2015, qui est la loi de transposition de la deuxième directive sur les informations publiques, qui est une loi importante, mais je passerai sur ce point. Et pour mentionner également, bien sûr, la loi du 7 octobre 2016, loi pour une république numérique, qui est en général la plus connue et qui a elle-même également fait l'objet d'une transposition, enfin d'une transcription plus exactement, dans le Code de la recherche. Alors, que dit l'article L112-1 du Code de la recherche qui a subi en fait des modifications du fait de l'adoption de la loi Fioraso, donc de 2013.
On s'aperçoit en effet que grâce à l'adoption de la loi de 2013, eh bien, qu'un certain nombre de dispositions ont été ajoutées à cet article L112-1, et parmi les dispositions ajoutées, il y a ce petit c et ce petit e que j'ai indiqué en gras, qui prévoit que le partage et la diffusion, ou plutôt que la recherche publique, pardon, a pour objectif le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité au format libre d'accès. Et puis la recherche publique a pour objectif l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Ça, ce sont des dispositions, ce ne sont pas les seules que la loi de 2013 a apportées à ce moment-là et qui ont fait que l'article L112-1 a été modifié, mais ce sont les deux qui concernent notre propos aujourd'hui. Et on voit bien que dès 2013, donc, eh bien, la politique de sciences ouvertes commence, à travers ce texte, à être mise en œuvre. Il n'y a pas, en revanche, dans la loi ni dans le code de la recherche, de définition des données de la recherche, dans la mesure où la définition qui résulte de la directive de 2019 n'a pas encore fait l'objet de transposition en droit français. Mais, par contre, on trouve des définitions qui sont des définitions sectorielles. Des définitions sectorielles qui concernent soit les données de santé, les données géographiques, les données archéologiques, les données environnementales et les données de la biodiversité. Ce sont des définitions en réalité qui ne sont pas des définitions nécessairement liées à la mise en œuvre de la politique de sciences ouvertes. Ce sont des définitions, et en particulier pour les données archéologiques, des définitions qui ont été adoptées justement pour assurer en fait la mise en œuvre de la politique patrimoniale, de la conservation et de l'archivage des données archéologiques. Donc ce sont des dispositions légales que l'on retrouve plus particulièrement, que l'on retrouve dans le Code du patrimoine et non pas dans le Code de la recherche. Hein. Voilà. Donc c'est une définition qui est une définition intéressante et qui a été d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une modification récente et qui prévoit donc que les données sont les données scientifiques d'une opération archéologique qui sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L510-1 et de la documentation archéologique de l'opération. Et justement, l'article L510-1 du Code du patrimoine prévoit que constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. Cette définition qui prévoit quel est l'objectif finalement de la patrimonialisation des recherches en archéologie, eh bien, s'accompagne d'autres dispositions qui définissent dans un chapitre relatif à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique, mobilier, au rapport d'opération. Donc, s'accompagne voilà, de ces autres définitions importantes, de ces autres dispositions importantes voilà, qui organisent proprement, qui encadrent en tout cas l'organisation de la conservation et des données archéologiques. Alors, le principe de libre réutilisation, pour revenir au Code de la recherche, eh bien, il prévoit, et ce principe, il est issu de la loi pour une république numérique, ce principe de libre réutilisation, c'est un principe qui prévoit que dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement national ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, alors leur réutilisation est libre. Ces dispositions, et je précise ce que prévoit le petit 4 de cette disposition de l'article 533.4, le 4 prévoit que les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celle-ci est réputée non écrite. C'est un petit alinéa ici très important. En résumé, que dit l'article? Si on dégage les différents éléments de la règle qui est ainsi énoncée, on voit que d'abord, il faut être en présence de données issues d'une activité de recherche, que cette activité de recherche, deuxième élément, doit avoir été financée au moins pour moitié sur fonds publics, nationaux, territoriaux ou européens. Troisième élément, il faut que pour pouvoir être librement réutilisable, eh bien, il faut que d'abord, il n'y ait pas de protection particulière par un droit spécifique ou une réglementation qui soit applicable à ces jeux de données ou à ces données, c'est-à-dire les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle, droits d'auteur ou droits sui generis des bases de données principalement, qu'il n'y ait pas également
de secret ou de règles applicables en matière de secret ou que les règles applicables en matière de biodiversité relatives qui s'appliquent en raison du protocole de Nagoya en particulier et de la Convention sur la biodiversité, eh bien, voilà, à condition que ces règles n'aient pas à s'appliquer. Alors, à ce moment-là, si les données, et c'est la quatrième condition, si les données ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme, alors la réutilisation est libre. Et l'on voit bien donc une chose très importante, à mon avis, dans cette règle qui est prévue par le code de la recherche, eh bien, c'est que pour que les données soient librement réutilisables, il faut d'abord que le chercheur, l'établissement ou l'organisme les ait rendues publiques. C'est-à-dire que, autrement dit, la décision de rendre publiques les données doit être celle du chercheur et ou de l'établissement ou organisme. Et évidemment, il faut s'assurer, pour les rendre publiques, que les droits qui protègent des intérêts légitimes des tiers ne soient pas évidemment violés, qu'il y ait un respect, enfin, que l'on puisse respecter et que cette publication soit respectueuse des droits des tiers. Le principe général, en effet, qui gouverne la science ouverte, c'est l'accès aux données doit être aussi ouvert que possible et pas plus fermé que nécessaire. Donc, ça suppose de savoir, bien sûr, ce qu'est la nécessité. À travers un article que j'avais publié il y a quelques années maintenant, eh bien, j'avais défini ce qui faisait nécessité. Et si on fait le bilan de l'ensemble des règles qui prouvent à s'appliquer, on trouve les règles, je l'ai déjà dit, qui sont relatives au secret, aux différents secrets, j'y reviendrai, les règles relatives à la propriété intellectuelle, à la protection de la biodiversité, je l'ai évoqué, les secrets qui entourent les essais cliniques, et puis enfin, la protection des données à caractère personnel, qui est la limite qu'on connaît presque le mieux finalement aujourd'hui. Alors, parmi les secrets, j'évoquerai très rapidement, il y a tout un tas de secrets différents qui sont protégés par la loi, le secret statistique, le secret des affaires, le secret de la défense nationale, les différents secrets professionnels, par exemple dans le domaine de la santé, bien sûr, la protection du patrimoine scientifique et technique de la nation pour ce qui concerne les résultats scientifiques particulièrement sensibles. Et puis enfin, il faut citer également tous les secrets qui sont prévus dans les contrats de partenariat public-privé, c'est-à-dire les clauses de confidentialité qui figurent dans les contrats et qui sont des sources de droit, bien sûr, et qu'il faut donc évidemment respecter. Pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, sont essentiellement le droit d'auteur, le droit sui generis des bases de données, mais on pourrait aussi invoquer le droit des brevets, bien sûr, qui s'appliquent en matière de données. Ce sont plus exactement ces deux droits-là qui sont concernés, droit d'auteur et droit sui generis. Et donc, ça signifie qu'il faut toujours, dans la mise en œuvre de la politique de sciences ouvertes, eh bien, comprendre comment ces différentes règles s'articulent entre elles dans ces différents dispositifs légaux que sont le Code des relations entre le public et l'administration qui organise en fait l'ouverture des données publiques, le Code de la recherche qui prévoit un certain nombre de choses comme le principe de liberté de réutilisation conditionnée, le Code de la propriété intellectuelle, bien sûr, le Code du patrimoine, le RGPD avec la protection des données à caractère personnel, et puis dans les secteurs concernés, le Code de l'environnement, le Code de la santé, et puis évidemment de manière générale, le Code pénal, le Code civil, etc. Donc il y a un travail d'analyse juridique qui doit être mené pour assurer la gouvernance des données entre les données personnelles, les données privées, les données publiques, les données communes, confidentielles et les données du secteur et les données du domaine public. Au Ça veut dire final, que le chercheur, il faut vraiment on est vraiment très très en retard. Je vais vous demander de conclure très très rapidement. terminé, Si vous pouvez vous diffuser votre présentation après, on en sera très ravis, mais voilà, il faudrait conclure. Toutes nos excuses. j'ai terminé. Donc, le chercheur, qu'il soit utilisateur de données ou producteur de données, eh bien, doit toujours avoir présent à l'esprit, lui ou les services d'appui, hein, bien sûr, je dis le chercheur, mais ce sont les services d'appui la plupart du temps qui gèrent ces questions-là, euh, doit avoir présent à l'esprit qu'il peut être soit en tant qu'utilisateur des données, soit en tant que producteur de données, et bien toujours être en présence des données caractérisées ou qualifiées sur le plan juridique, et qu'il faut absolument donc eh bien, qualifier et caractériser afin d'en permettre une bonne utilisation. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a une convergence hein, globalement
des politiques en matière de données, politique de sciences ouvertes, politique d'ouverture des données publiques, et puis une convergence également avec la politique de conservation du patrimoine telle qu'elle est très présente en matière de recherche en archéologie. Simplement une petite, voilà, vous l'avez mentionné, vous avez eu la gentillesse de le mentionner tout à l'heure, simplement je le signale à nouveau ici, l'ouvrage dont je suis à l'origine et une mission, enfin, qui est pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que nous accomplissons aujourd'hui, voilà, sur ces questions et un DU créé pour se former aux questions de la gestion des données de la recherche. Voilà, qui est créé depuis 4 ans et qui permet de Merci beaucoup. à l'ensemble de ces questions. Je vous remercie.